on apprend à se comprendre, on apprend à s'apprécier et surtout on apprend à savoir que l'autre ne peut pas avoir les mêmes émotions que moi. Croyez-moi, c'est une des grandes clés qui permet d'apaiser beaucoup de conflits, même quand on ne va pas être d'accord, même quand on ne va pas forcément comprendre, on sera capable de parler avec l'autre. Shalom Aleichem. Alors de quoi on va parler là? On va parler du Rambam de Maïmonide, chapitre 15 des lois de Ishut, c'est-à-dire les lois du couple, la loi 19 et la loi 20. J'ai envie de vous parler de ça parce que je veux vous partager avec vous quelque chose qui est tout à fait fondamental, c'est de comprendre que tout ce que nous, les thérapeutes, on dit sur le couple, on se base en fait sur des outils théoriques, qui sont des outils théoriques vieux de l'apparition du Talmud, il y a 1700 ans, mais qui lui-même est le fruit de la transmission de la Torah orale, qui a commencé depuis qu'on a reçu la Torah il y a environ 3300 ans. Et en fait, ce dont on vous fait part, à la fois sur le couple, mais en même temps sur la construction personnelle, c'est la Torah. Alors, comme aujourd'hui, on ne peut pas se contenter, notre génération aujourd'hui ne peut pas se contenter de rester sur des idées générales. On a besoin aujourd'hui de nous donner des outils thérapeutiques, ou en tout cas des outils pré-thérapeutiques. Ça veut dire qu'on peut dire des idées de nos sages, mais on ne peut pas se contenter de ça. On est obligé de donner des outils et des clés. Alors moi, c'est mon objectif ici sur cette chaîne, c'est de partager avec vous ce que nos sages disent, nos sages du Talmud, de la Kabbale, la Torah, les versets, ce que Hachem nous a enseigné sur le couple et sur l'individu et sur son psychisme et son âme et sa capacité à travailler sur lui-même, à changer, à se rénover, à se rédimer. D'accord ? J'enregistre ce cours, on est une semaine et demie après la catastrophe de Méron, 45 morts. Tout le monde comprend aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer comme on l'a fait jusqu'à présent, sans faire des efforts sur le plan personnel, le travail de son caractère, et sur le plan interpersonnel, la relation à l'autre, religieux ou non religieux, et ça commence dans le couple. Ça commence dans le couple. Finalement, le couple, c'est le laboratoire à partir duquel on construit sa personnalité, on édifie réellement sa personnalité, d'accord ? Et puis celle de ses enfants, et donc finalement, ce que sera la société environnante. Une fois, il y avait un rabbi, pas réformiste, un rabbi orthodoxe rabbi, d'accord, qui est dans un congrès. Alors il y avait, et puis il participait à un dialogue interreligieux. Et il y avait là-bas des représentants du Dalai Lama. Alors il y a un type qui l'a dit, il dit, monsieur le rabbi, je ne comprends pas une chose. Il dit, comment ça se fait que dans le judaïsme, il y a tellement de règles, il y a tellement de choses qui sont contraignantes, n'est-ce pas, contraignantes. Il dit, regardez le Dalai Lama, c'est un très grand homme, et puis il parle avec la nature, il est en symbiose avec la nature. Alors le rabbi a dit, bon, vous savez, chez nous, quand on veut savoir si un homme est vraiment grand, la première personne qu'on interroge, c'est sa femme. Alors est-ce qu'on peut interroger la femme du Dalai Lama ? Les gens sourient. Le Dalai Lama, il n'a pas de femme. Ah, il dit, il n'a pas de femme. Il dit, alors c'est bon, il peut continuer à parler aux oiseaux, il peut continuer à parler au ciel, il n'y a pas de problème. Évidemment, on peut être grand. Quand on n'a pas de femme, on peut toujours être grand. Une femme, quand elle n'a pas de mari, elle peut toujours être une très grande madame. D'accord ? Il y a beaucoup de femmes qui donnent, ou de rabbinim qui donnent des cours. Alors, à l'extérieur, ils sont toujours très grands, mais à l'intérieur, quand on regarde le couple, on voit que c'est pas ça. D'accord ? Et très souvent, avant de commencer à aider les autres, il faut que soi-même on soit capable, kshot et atzmecha, commence par te travailler toi avant de commencer à proposer aux autres de te travailler. Donc, il y a un certain parcours initiatique à faire pour être en mesure de transmettre un enseignement. Il faut vivre des tranches de vie. D'accord ? Alors, je vais partager avec vous un enseignement de Rambam de Maïmonide, puisque, en fait, Maïmonide a été, si vous voulez, le premier à codifier des règles de loi avant le Shulchan Aruch, avant le code de la loi juive. Et donc, dans les lois de la Ishut, c'est-à-dire les lois qui régissent les rapports de couple, les rapports familiaux, il a inclus 2 lois au chapitre 15, verset à la loi 19, à la loi variée, ce qui dit « Vechen tzivu chachayim sheyi adam mechabed et ishto yeter migufo ». Je vous lis dans les mots, parce que il faut être avec le texte. Chez nous, vous savez, on est avec le texte, d'accord ? Tous ces cours de pensée juive que vous entendez, tout ce que vous entendez, les cours de halakha, etc., ils sont basés sur des textes. Un juif, tout juif, vous, moi, on doit être talmid chacham. Un talmid, c'est un élève, donc c'est quelqu'un qui reçoit, et un chacham, c'est quelqu'un qui digère, qui intègre, qui vit les choses, et qui après les restitue comme enseignement. À ses proches, évidemment, aussi à des élèves. On a l'obligation d'enseigner autour de nous, chacun. D'accord ? Alors, je vais finir avec vous dans le texte. Regardez ce qu'il dit. Vechen tzivu chachayim sheyi adam mechabed et ishto. L'homme, il doit respecter sa femme. Les chachamim, nos sages, nous ont ordonné, ont donné un ordre, ils ont dit, chaque homme doit respecter sa femme. Yeter migufo ve ohava kegufo. Il doit la respecter plus qu'il ne respecte son corps, et l'aimer comme son corps.
Très intéressant. Le langage de Maïmonide est toujours très précis. Je continue après avec vous. Ve'im yeshlo mamon marbe, s'il a beaucoup d'argent, d'accord? Betovata, marbe betovata, pardon. S'il a beaucoup, ve'im yeshlo mamon, pardon. S'il a de l'argent, marbe betovata. Il va faire beaucoup pour elle, il va lui faire du bien. Que fia mamon, selon sa richesse. Si c'est quelqu'un qui gagne chichement sa vie, il va consacrer un petit budget pour sa femme, pour lui faire plaisir. Il ne pourra pas toujours lui acheter des beaux bijoux, mais il va lui acheter peut-être parfois des bijoux fantaisie, mais il va lui acheter des cadeaux, il va veiller à lui donner, à lui procurer du bonheur. Si c'est quelqu'un qui est très 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 riche, alors il va régulièrement offrir des bijoux à sa femme. D'ailleurs, comme la Gemara nous le dit, messieurs, si vous voulez vous enrichir, offrez des bijoux à vos femmes. Je crois qu'il y en a qui vont me tomber dessus, mais enfin c'est pas grave, on continue. Après, ça continue. Et il doit l'aimer comme son corps. Alors c'est très intéressant, d'accord? Comme son corps, donc on a dit, c'est-à-dire qu'on sait ce que ça veut dire, bichonner son corps. Velo yatil alea ema yetera, vesheyi diburu ima benachad, velo ye etsev, velo rogez. Vous voyez ce qu'il dit le Rambam, Maïmonide. Il dit, il ne faut pas qu'il lui impose trop de crainte. Il ne faut pas qu'il soit un potentat dictatorial à la maison. Il ne faut pas qu'il... C'est ce que je veux dire, gentiment, d'accord? Tu dois lui parler benachat, tranquillement. Il ne faut pas qu'il soit triste non plus, pas non plus en colère. Alors c'est quoi? C'est un ange? Non, ça veut dire qu'il est traversé par des humeurs. Mais il faut qu'il y ait un minimum de contrôle émotionnel. Alors évidemment, dans la rencontre avec les émotions de l'autre, où on peut ne pas du tout comprendre l'autre, c'est là qu'on va exprimer de la colère. Et le Rambam, Maïmonide, il a introduit cette dimension comme étant une dimension pas seulement éthique, mais une dimension normative, c'est une dimension de loi. Bon, on va expliquer un petit peu après, je vous lis le texte. Vechen sivu chachamim ala isha. Ils ont demandé aussi à la femme de faire des efforts. Évidemment, c'est pas l'homme qui va faire l'effort, la femme aussi, elle doit faire des efforts. Shetiye mechabedet et baala beyoter midai. Elle doit respecter son mari trop. Ça, il faut comprendre. D'accord. Veyo alea mora vetease kol masea alpiv. Il faut qu'elle fasse tout en suivant ses directives. Oh là là, on a la parité là. Bitan, là, vous avez vous calmer. C'est quoi là? Vous nous avez un texte, Maïmonide, c'était il y a 1000 ans, aujourd'hui c'est autre chose. Non mais vous l'avez compris, il y a une interaction. Vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit tout à l'heure, le mari doit respecter la femme plus qu'il ne se respecte. Ça veut dire que lui aussi, comment est-ce qu'on respecte quelqu'un? On essaie de comprendre ce qu'il veut. On va se référer à sa volonté. On ne peut pas rayer de la carte sa volonté. Et on va imprimer à la femme, on va exiger vis-à-vis de la femme la même chose. On va lui dire, tu ne peux pas non plus rayer de la carte la volonté de ton mari. Tu dois agir selon sa volonté. Bon, on va expliquer. Ok? Après, ça continue. Veillez be'enea kmo sar o meler. À ses yeux, elle doit être comme un sar, comme un prince ou un roi. Mehalechet beta'avat livo ou macheket kol sheisna. Le suivre dans ce qu'il aime et éloigner de lui tout ce qu'il déteste. Bezeu derech bnot Israël ou bnei Israël akedoshim. Regardez la précision ici du Rambam de Maïmonide. C'est comme ça que doivent se comporter les bnot Israël, les filles d'Israël, et les bnei Israël, les hommes d'Israël, d'accord? Akedoshim, qui sont saints, atérim, qui sont purs, bezivugan, dans leur union conjugale. Ve ou bedrachim elu, iye yishuvan nae ou meshubar. Et s'ils font ça, tout sera agréable et tout sera digne de louange. C'est ce qui est marqué ici. Rambam, Maïmonide, grand Rambam, le grand Maïmonide, il faut comprendre toujours, hein, d'accord? Rambam, Maïmonide, il a besoin d'être expliqué. Il y a des diukim dans son Lachon ici. En fait, ici, il est en train d'expliquer d'abord un fondement. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait du kavod. Tout démarre avec le kavod. Alors, c'est quoi le kavod? En général, on traduit le kavod par le respect, c'est une fausse traduction. Traduttore, traditore. Traduction, trahison. C'est pas du tout ça. Le kavod, c'est la légitimité. D'abord, tu dois donner la légitimité à l'autre. L'autre, il a des émotions qui ne sont jamais les tiennes. La femme, elle va s'emballer pour toutes sortes de choses que le mari comprend pas. Et le mari lui-même va s'emballer pour toutes sortes de choses qui énervent complètement la femme. D'ailleurs, très souvent, par exemple, le mari vient dire « Attends, mais c'est important, là, ce qui s'est passé, là. C'est important. » La femme dit « Bon, ça va, je m'occupe de la cuisine, je m'occupe des enfants, c'est plus important que tout. » Je dis « Mais comment? Il y a des élections, la politique, d'accord? La finale de la Coupe du Monde, d'accord ?» Et la femme me dit « Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ?» Et parfois, c'est la femme qui va s'emporter, s'emballer, on va dire, sur autre chose. Une robe, tu as vu dans un magasin, un bijou, une émotion. Oh là là, l'émotion que ça va créer, le mari ne comprend pas. Légitimer d'abord. Essayez de comprendre l'univers émotionnel de l'autre, essayez de vivre avec l'univers émotionnel de l'autre. Première chose, d'accord? Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, mon objet ici, c'est pas de vous donner des idées générales, c'est d'aller dans ce qui est pré-thérapeutique, d'accord? Il y a beaucoup de couples dans lesquels on n'arrive pas à comprendre que ce qui est fondamental, c'est de bien connaître et comprendre l'univers émotionnel de l'autre et de l'accepter. D'accord? Il y a plein de choses chez l'autre que je ne comprends pas. On n'a pas les mêmes têtes, on n'a pas le même corps,
on n'a pas le même univers familial, on n'a pas la même culture. Donc on ne va pas forcément se comprendre facilement. Et n'allez pas croire qu'on peut comprendre les émotions de l'autre sur une décision. Tiens, j'ai entendu un cours de Biton, je vais te le dire maintenant, on va s'installer tous les deux à partir d'aujourd'hui, on va se comprendre, tout va s'arranger. Non, c'est pas comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est un apprentissage. L'apprentissage de l'existence de l'autre et de l'émotion de l'autre. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas au même niveau religieux, mais ils vivent très bien ensemble. Parce qu'au niveau cognitif, on peut très bien s'entendre. Dans la perspective du corona, par exemple, il y a des familles dans lesquelles le mari il a considéré qu'il fallait faire le vaccin et la femme pas du tout, mais ils arrivent très bien à fonctionner. Pourtant, ça engage des choses importantes. Mais les émotions, c'est une autre affaire. Ça nécessite un apprentissage. Voilà, ça c'est mon petit cadeau pré-thérapeutique. Vous aurez entendu ce cours, vous allez commencer à y réfléchir. Engagez-vous sur cette voie, ça va vous prendre une bonne dizaine d'années. Il faut du temps. Les émotions de l'autre, c'est 10 fois 365 jours. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Tout simplement, on apprend à vivre ensemble. On apprend à se comprendre. On apprend à s'apprécier et surtout on apprend à savoir que l'autre ne peut pas avoir les mêmes émotions que moi. Croyez-moi, c'est une des grandes clés qui permet d'apaiser beaucoup de conflits. Même quand on ne va pas être d'accord, même quand on ne va pas forcément comprendre, on sera capable de parler avec l'autre, mais comment dire des premiers makom à partir d'un endroit qui s'appelle le respect. Pas à partir d'un endroit qui s'appelle le jugement. C'est pas la même chose. Ok. Maintenant, il y a une autre précision dans le langage du Rambam. Le Rambam, Maïmonide, il dit, l'homme, il doit respecter la femme plus que son corps, et la femme doit faire la volonté du mari. Alors là, Biton, vous allez vous calmer tout de suite. Hein. Là, on est dans la parité, on est dans l'égalité. Alors, il y a une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que la vision juive du couple, c'est pas du tout une vision d'égalité. D'ailleurs, la vision juive de la société n'est pas une vision d'égalité, pas du tout. C'est une idée récente, c'est une idée fausse, et c'est une idée préfabriquée qui ne repose sur aucune réalité. Le fondement du judaïsme, c'est la notion de rôle. C'est cette notion de rôle. Cette notion de rôle, elle est fondamentale. Par exemple, lorsque le peuple juif était constitué avec 12 tribus. Maintenant, chacun avait un rôle. Yehuda, c'était le roi. Lévi, c'était le transmetteur de la Kedusha, de la sainteté. Asher, il était plus dans la matière, etc. Zevulun, Issachar étudie la Torah, Zevulun était dans le business. Il y a cette notion de rôle, elle est tout à fait fondamentale. Et d'ailleurs, la première dispute qui a eu lieu dans le peuple juif entre Yosef et ses frères, elle a eu lieu parce qu'ils n'ont pas compris leur rôle. Ça, c'est au niveau sociétal. Mais au niveau du couple, c'est la même chose. La femme, elle a un rôle et le mari, il a un rôle. Alors, c'est quoi ? Pour comprendre ce rôle, et on en parlera dans un autre cours, d'accord, il faut comprendre que la femme a été créée Ezer Kenegdo. Au départ, l'homme, il est bisexuel. Le premier individu qui a été créé était d'où par Sophie. Il était homme et femme. N'essayez pas de vous imaginer à quoi ça ressemble du point de vue physique. Il y avait une partie féminine, une partie masculine. Quand la Torah nous dit que la femme a été créée, c'est qu'en fait, la partie féminine a été détachée de cet ensemble qui était masculin et féminin. Et donc, du coup, est apparu un ensemble masculin et un ensemble féminin. Et la Torah dit cet ensemble féminin, il est Ezer Kenegdo. Son rôle, c'est d'être, alors on va le dire en français courant, c'est d'être le conseiller, c'est d'être la tour de contrôle, c'est d'être finalement un peu le conseil d'orientation de la partie masculine, qui elle est dans la réalisation extérieure, qui elle est dans la transformation du monde, qui elle est dans la réalisation d'objectifs sociaux. Alors, en disant ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, on est loin de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, y compris dans le monde juif, y compris dans le monde religieux. Il y a plein de choses qui se sont modifiées. Mais c'est important de poser ces bases, de savoir sur quoi on travaille. Je vous l'ai dit, c'est la thérapie. D'accord ? On essaye de comprendre d'abord des outils théoriques. De quoi est fait, finalement, le psychisme féminin ? Et de quoi est fait le psychisme masculin d'une manière générale, d'accord ? Sans rentrer dans les expériences particulières. En fait, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que pour que la femme soit à sa place, il faut qu'elle comprenne qu'elle est là pour à la fois accomplir la volonté de son mari et en même temps réaliser la volonté de son mari, mais tout ça n'est possible que si le mari lui a donné toute sa place. C'est-à-dire qu'il la respecte profondément. Et tout ça n'est possible que si la femme le respecte de terbidaï, elle le respecte trop. Alors je vais vous l'imager. La femme, elle dit, vous savez, moi je le connais ce bonhomme. Dehors il fait le beau, mais à l'intérieur, c'est une autre affaire. Comment est-ce qu'une femme va juger son mari ? Elle va le juger comme un prince et comme un roi. Quand on regarde quelqu'un comme un prince ou comme un roi, on a toutes les chances d'en faire un prince et un roi, d'en faire vraiment quelqu'un de bien. D'ailleurs, toutes ces femmes qui disent, vous savez, mon mari et moi, on fait 10, moins 1 et lui 0, et qui passent leur temps à juger et à finalement affaiblir leur mari, n'obtiennent rien. Et tous ces couples dans lesquels les maris écrasent leurs femmes, humilient leurs femmes, parlent mal à leurs femmes, ne les respectent pas, n'obtiennent rien non plus. Donc, la pierre angulaire qui va permettre à chacun de trouver sa place, c'est la certitude de bénéficier du respect instinctif de l'autre. Ça, c'est mon petit cadeau pré-thérapeutique. Ce qui est marqué dans le Rambam ici, entre les mots,
dans ce mot kavod ici, dans cette exigence réciproque de kavod, de légitimité, c'est que ça fonctionne uniquement si le mari et la femme se donnent tellement de respect que l'un et l'autre ont confiance instinctivement dans le respect qu'il leur est donné. Donc ils n'ont pas peur de s'exprimer. Donc le Rambam, ici, Maïmonide, il est en train de dire quelque chose qui est d'une étonnante modernité. Il est en train de dire que l'homme et la femme, ils ont une place. Parce qu'ils ont un corps différent, ils ont un psychisme différent, ils ont une tête différente. Donc ils ont des rôles différents dans le couple. La femme, c'est une conseillère dans le couple. Elle va essayer de capter la volonté de son mari, essayer de savoir ce qu'il veut. Elle va lui être très agréable. Le mari, il va respecter sa femme, il va lui donner une place pleine et entière dans toutes ses décisions. Notamment, nous dit le Talmud par exemple, dans tout ce qui touche à la parnassa, tout ce qui touche à son épanouissement sur le plan socio-professionnel. Mais c'est même un petit peu plus que ça. Quand la Gemara, par exemple, nous cite que Rabbi Eliezer ben Azaria a été nommé chef du Sanhédrin, il a dit « Je dois d'abord en parler avec ma maison. Ma maison, c'est ma femme. » Et il est parti lui poser la question. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, elle lui a fait quelques observations. Quand il a compris que ces observations, il avait des réponses à ces observations, bon, il a choisi d'accepter cette proposition. Donc ça va très très loin, le respect qui est donné. C'est pas seulement un respect où je t'installe à la maison avec des bijoux et puis surtout, tu bouges pas de la maison. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça dont on parle. C'est qu'en fait, je te donne toute ta place. Tu sais réfléchir. J'ai confiance dans ton jugement. J'ai confiance dans la discussion qu'on a ensemble. Donc on peut discuter, on peut échanger. Et la femme, elle dit au mari, j'ai confiance en toi. T'es quelqu'un de bien, t'es un prince, t'es un roi, t'es fort, t'es grand, t'es beau. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je t'encourage. Et le mari dit à la femme, j'ai confiance en toi. T'es une reine. T'es quelqu'un qui sait réfléchir. Tu peux me donner des bons conseils. Tu me comprends, tu nous comprends, tu as une chorma, tu as une sagesse. Dans cet échange, tout devient possible. Alors vous allez me dire, bon, vous êtes un peu emballé. Oui, effectivement, pour les couples dans lesquels ça ne marche pas, je me suis emballé. Mais pour les couples dans lesquels ça marche, encore une fois, tout est une affaire d'apprentissage. Vous savez, il faut facilement 10 à 15 ans avant de changer une mida ou un caractère. D'accord ? Donc là aussi, finalement, ce qu'on a vu à la maison, c'est un petit peu ce qui fait la différence. Quand à la maison, on a eu des parents qui se sont arrachés et qui n'ont jamais pris le temps de se parler vraiment comme on doit se parler, effectivement, ça devient plus difficile pour les enfants. Mais c'est un apprentissage qui est fondamental, pensez-y, pour vos enfants. D'accord ? Alors vous allez me dire, tout ça est bien beau, mais ce sont des modèles qui marchent au niveau du conscient, au niveau du cognitif, au niveau des choix comportementaux. Mais il y a des conditionnements derrière qui sont beaucoup plus puissants que ça et qui bloquent tout ça, c'est vrai. On en reparlera, mais d'abord, dans un premier temps, j'ai voulu vous partager avec vous une réflexion, prendre un espèce de focus, en quelque sorte, sur un point ici dans le Rambam, et poser, si vous voulez, une règle qui soit une règle fondamentale, qui est des conditionnements, et un inconscient ou un subconscient qui colonise complètement l'individu, on va dire qui le structure, et qui peuvent l'empêcher de réaliser ce genre de proposition. Ok, mais il n'en reste pas moins que l'individu est tenu de réfléchir. Il est tenu précisément de se poser des questions. Et précisément, si quelqu'un a vécu dans un milieu qui finalement contredit complètement ces règles, il faut peut-être qu'il aille en thérapie précisément pour y arriver. De tout temps, sachez-le, la thérapie a existé dans le peuple juif. Quand quelqu'un était malade avant la destruction du premier temple, il y a 2500 ans, il allait chez le Kohen, on va terminer avec ça. Il allait chez le Kohen. Le Kohen était quelqu'un qui était capable d'analyser son âme et son psychisme. Et donc c'était quelqu'un qui réfléchissait finalement sur ce qu'on appellerait aujourd'hui ses blocages, ses nœuds, son inconscient, son subconscient. Mais avant la destruction du premier temple, le Kohen était aussi un prophète, petit, moyen ou grand, et donc c'était quelqu'un qui avait accès au secret de l'âme. Aujourd'hui, on n'a plus accès au secret de l'âme, mais on a accès à la structure du psychisme. Un peu moins qu'avant, d'accord, mais quand même pas mal. On peut comprendre le psychisme, on peut comprendre les blocages. Donc, au contraire, si quelqu'un entend ce genre de proposition, comme je suis en train de le faire maintenant, mais dit « c'est bien beau tout ça, mais c'est théorique, ça ne me parle pas, parce que moi je sens que… » Très bien, il est temps d'aller consulter. Il est temps de vous faire aider, au travers de quelques séances, avec un thérapeute, un thérapeute, d'accord, et de réfléchir sur vos midotes, de réfléchir sur votre famille, de réfléchir sur vos conditionnements, et précisément, d'essayer de vous poser la question de savoir finalement pourquoi vous vous sentez tellement loin de ce texte, qui finalement représente un idéal que vous avez envie d'atteindre. Et donc la question c'est, si j'ai envie de l'atteindre, comment ça se fait que je me sens tellement loin de ce texte ? Donc ça vaut la peine de consulter, si vous êtes un peu loin. On ne va pas consulter parce qu'on est fou, parce qu'on est malade. On va consulter parce que parfois on a envie de mieux se connaître. Moi j'ai des couples qui sont venus me voir en me disant « tout marche bien, mais on a envie de mieux se connaître ». Je reçois aussi des appels de ce genre. Et nos yeshivot, nos centres d'études talmudiques sont remplis de gens qui ont envie de se connaître. Parce qu'une des choses que l'étude de la Torah peut donner, c'est précisément à la fois la capacité de comprendre ce que Hachem, ce que Dieu veut de nous, mais également ce que l'on est, de quoi on est fait.
Ça, c'est tout à fait fondamental. Ok. Si vous avez aimé le cours, n'oubliez pas de liker, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager. Évidemment, si vous avez des questions, et des questions plus larges, des interpellations même, par rapport à ce cours, n'hésitez pas. Envoyez-les, on y répondra. On prendra contact avec vous et on essaiera de réfléchir tous ensemble, finalement, ce qui est l'objet de cette chaîne. Voilà, à très bientôt pour un prochain cours.